Et alors, est-ce que ça permet de dire, Antoine Balzo, par exemple, qu'il entendait des consonnes, des voyelles? Est-ce que ça, par exemple, ça rentre justement dans le cadre de cette bande de sons? Eh ben, justement pas. Et en fait, pour deux raisons. Alors, l'explication générale importante qu'il faut vraiment avoir, c'est que souvent, quand on travaille sur l'homme, on a tendance à considérer qu'Homo sapiens, nous sommes le résultat ultime, qu'on est quelque chose de très évolué, de très adapté, et donc, par comparaison, ce qu'il y a de mieux. En fait, c'est pas vrai. On est juste un résultat comme un autre, au fait d'être bipède, d'avoir un gros cerveau, mais comme Néandertal l'était. Et ce qui fait qu'une anatomie qui est proche de la nôtre, ça ne veut pas forcément dire que c'était ce qu'il y avait de meilleur ou que ça promet les mêmes capacités. C'est juste une adaptation qui est similaire avec probablement des capacités différentes. Et quand on regarde aujourd'hui la diversité de langage, de sons, de choses qu'on peut faire entre les populations humaines, il n'y a aucun doute sur le fait que Néandertal avait des capacités phonatoires qui étaient forcément différentes et que leur type de langage n'était probablement pas tout à fait similaire au nôtre, tout en permettant des capacités de communication aussi importantes. Et alors, comment communiquait-il? C'est mystérieux. Ça, malheureusement, je crois qu'on n'aura jamais une réponse absolue à cette question. Mais si on contextualise ce qu'on en connaît, si on regarde le détail des actions que Néandertal pouvait faire, ils ont fait des gravures, ils ont utilisé des colorants, on commence à trouver des traces d'art chez Néandertal, ils ont enterré volontairement leurs défunts, il y avait vraiment un sens à ça, et puis ils avaient des industries tellement complexes que ça montre qu'ils étaient capables de transmettre des connaissances, un enseignement. Donc tout ça, c'est vraiment la preuve de modes de communication qui incluent des choses abstraites, des choses qu'il faut concevoir qui sont complexes. Et ça, on peut pas le faire en émettant 3 gestes ou 3 sons. Ça implique d'avoir une communication qui est complexe, même si on n'aura jamais la réponse absolue sur l'usage ou non de voyelles ou comment ils associent les sons pour faire des mots. Par contre, ils arrivaient à avoir, quoi qu'il arrive, une communication qui était compliquée. Et alors, longtemps, l'homme de Néandertal, ses capacités, son développement ont été sous-estimés. Est-ce qu'on est, je ne sais pas, dans une époque où on revalorise l'homme de Néandertal, Antoine Balzo? On est en train un petit peu, en effet, de rattraper ça, mais presque de prendre un biais important dans l'autre sens. Historiquement, vous l'avez dit, les premiers Néandertaliens, c'était à la fois il y a peu de temps et il y a longtemps. Il y a peu de temps parce que 150 ans par rapport à toutes les disciplines scientifiques, c'est presque de la rigolade. Mais par contre, par rapport à nos connaissances, il y a très peu de temps. C'est à peu près en même temps qu'on a commencé à concevoir la théorie de l'évolution, à comprendre les changements dans la vie. Donc ce sont des concepts complètement nouveaux. Et donc arriver à mettre Néandertal dans l'image, ça a été compliqué dès le début et ça l'est toujours. Longtemps, on l'a considéré comme inférieur parce que l'homme classifiait les populations humaines et donc les hommes préhistoriques étaient forcément les plus nuls. À l'inverse, aujourd'hui, certains font l'excès inverse en disant « Regardez, il nous ressemble en tout point », ça veut dire qu'il était comme nous. Ce qui est aussi limité parce qu'ils n'étaient pas comme nous. Ils avaient des comportements différents, une biologie vraiment différente de la nôtre. Et donc, en fait, l'erreur, c'est pas d'essayer de savoir s'ils faisaient des bonnes choses parce qu'ils faisaient des choses complexes. Mais c'est de comparer avec nous. Il n'y a pas de sens à dire qu'il était notre égal, en fait.